Dans l'actualité ce mardi, la séance de travail entre une délégation du MCC, Millennium Challenge Corporation, et des membres du gouvernement ivoirien, mission qui intervient 2 mois après l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à ce programme qui vise à réduire la pauvreté. Un projet pour simplifier la vie aux Ivoiriens. La modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire prend forme avec l'ouverture ce matin d'un séminaire interministériel qui approfondit les réflexions sur la question. Un pas à franchir sur le chemin de l'émergence. Ce mardi est un grand jour pour les enfants. Ils ont célébré le Mardi Gras à travers défilés et autres activités ludiques. Les enfants du préscolaire ont défilé de l'INSAC à l'INFES, célébration initiée par le Centre de la protection de la petite enfance pilote de Cocody. Et puis à l'étranger, ce bilan qui révèle l'impact négatif du groupe terroriste Boko Haram sur la vie de milliers de personnes. L'insurrection a chassé de chez eux 2,6 millions de personnes à Maïdougouri. Les déplacés espèrent rentrer prochainement chez eux, mais avec, bien sûr, la peur au ventre. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. C'est à Daniel Kablan-Duncan qu'il avait remis en mars 2012 les copies figurées de ses lettres de créance. C'est encore au Premier ministre qu'il est allé faire ses adieux 4 ans après avoir servi la santé en Côte d'Ivoire. Le représentant résident de l'OMS dans le pays, Dr Alarangar Yokuide, quitte le pays. Il a évoqué avec le chef du gouvernement ce mardi les efforts réalisés par la Côte d'Ivoire en matière de santé. Le compte-rendu de Christelle Menant. Il fait ses adieux au Premier ministre et plus largement à la Côte d'Ivoire. C'est aussi l'occasion du bilan de la santé en Côte d'Ivoire depuis qu'il représente l'OMS dans le pays. La Côte d'Ivoire a fait vraiment beaucoup de progrès. Entre 2012 et 2015, la Côte d'Ivoire a eu la certification de l'élimination de 3 maladies. Fin 2012, la Côte d'Ivoire a eu la certification de l'élimination du tétanos maternel et néonatal. En 2013, la Côte d'Ivoire a eu la certification de l'élimination du ver de Guinée. Et en fin 2015, la Côte d'Ivoire a eu la certification de la poliomyélite. Et ça en moins de 4 ans. Et ça, c'est exceptionnel. À son arrivée, les grands challenges santé du pays concernaient aussi la gratuité des soins et la couverture maladie universelle. Des progrès notables qui n'occultent pas des défis majeurs. Il y a un des domaines sur lesquels Madame la ministre essaye vraiment de mettre le focus, c'est la lutte contre la mortalité maternelle. L'appui de l'OMS a permis au ministère de la Santé de mettre en place un système de surveillance épidémiologique. Et dans ce système-là, Madame la ministre a insisté pour qu'on insère la surveillance des décès maternels. Le docteur Alarangar Yokuide a pris les fonctions de représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire en mars 2012. Il est désormais appelé à la tête du bureau de l'OMS pour la République démocratique du Congo et remplacé par le docteur Cabral Djamila Kadi, anciennement représentant de l'OMS au Burkina Faso. Il y a aussi eu rencontre à tonalité économique ce mardi à la primature, une séance de travail entre une délégation du MCC, Millennium Challenge Corporation, et des membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre. Cette mission intervient 2 mois après l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à ce programme qui vise à réduire la pauvreté. Il ne reste plus que quelques efforts pour permettre au pays de bénéficier de cette initiative du gouvernement américain, nous dit Christelle Menant. 2 jours pour créer les conditions d'élaboration du programme Compact de la Côte d'Ivoire, et cela 2 mois après la déclaration d'éligibilité de la Côte d'Ivoire à ce programme. C'est l'ultime palier du Millennium Challenge Corporation et la Côte d'Ivoire n'a plus que quelques indicateurs à mettre au vert. Les membres du gouvernement et la mission de haut niveau du MCC en visite en Côte d'Ivoire plancheront sur 4 priorités. Le système de collecte des impôts, l'adéquation entre la formation et l'emploi, l'accès aux terrains industriels et la mobilité des biens et services. Cette mission de haut niveau du programme Compact du MCC coïncide fort heureusement avec le nouveau cycle de programmation du Plan national de développement 2016-2020. Ce plan traduit l'ambition d'accélérer la croissance et le développement de la Côte d'Ivoire à travers notamment la poursuite des réformes structurelles et sectorielles et la mise en œuvre d'un important programme d'investissement évalué à 30 000 milliards de francs CFA, dont au moins 60% sont entendus du secteur privé. Des projections qui puisent leur faisabilité dans un grand nombre de réformes engagées par la Côte d'Ivoire sur les plans politiques, socio-économiques et des finances publiques.
Ces réformes lui ont déjà valu d'être éligible au Threshold Programme en 2015 et lui permettent de prétendre à d'autres initiatives américaines. Des opportunités pour booster une croissance économique déjà très enviable. 9,8% de PIB en perspective pour 2016. Réduire la pauvreté et développer le pays, c'est aussi le but visé par le PND. Le plan national de développement 2016-2020 devrait permettre de financer et réaliser 1877 projets. Ce plan quinquennal va coûter environ 30 000 milliards de francs CFA. Les services du ministère du Plan et du Développement sont à pied d'œuvre pour finaliser le processus de mise en œuvre. Ils sont en pleine réflexion à Cocody. Les précisions de Jean-Jacques Améala. Il a vocation à conduire la Côte d'Ivoire au statut de pays émergent en 2020. Le PND, Plan national de développement 2016-2020, poursuit sa mise au point avant sa mise en œuvre effective sur le terrain. Les services du ministère du Plan et du Développement, de concert avec les autres départements ministériels, viennent à cet effet d'identifier 1877 projets à financer dans le cadre du PND. 584 projets sont déjà en cours d'exécution et les 1293 restants sont à réaliser. Nous allons vérifier que les financements qui sont nécessaires pour ces investissements peuvent être supportés par la stratégie de la dette de la Côte d'Ivoire. Et donc nous allons, une fois tous ces préalables ont été faits, nous allons organiser un groupe consultatif pour demander aux bailleurs de fonds de nous accompagner pour prendre en charge le financement de ces projets afin de permettre à la Côte d'Ivoire donc de structurer de son économie et d'être émergent à l'horizon 2020. Si la date reste à fixer, ce groupe consultatif se tiendra au bureau de la Banque mondiale à Paris en France. Pour rappel, le PND 2016-2020 a été adopté par le Parlement le 9 décembre 2015. Son financement est estimé à près de 30 000 milliards de francs CFA. Le reportage de Jean-Jacques Améala était commenté par Alexis Ouedraogo. Autre projet pour simplifier la vie aux Ivoiriens, la modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire. Elle prend forme avec l'ouverture ce matin d'un séminaire interministériel qui approfondit les réflexions sur la question. Il s'agit clairement d'un pas à franchir pour qui aspire à l'émergence. Ce séminaire doit accoucher d'un cadre juridique et institutionnel de l'état civil ivoirien. Michel Digré. La gestion de l'état civil en Côte d'Ivoire n'a pas toujours été aisée. Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés au fil des années, notamment sur la question des déclarations de naissance. Quand on a fait les audiences foraines passées, on a vu que les gens étaient sans documents administratifs. Vous voyez des gens qui sont bien respectables, mais quand vous leur demandez de présenter leurs documents administratifs, ils n'en ont pas, malheureusement. Et les enfants ne sont pas déclarés, bien que l'État ait fait des efforts pour que les agents secondaires d'état civil soient pratiquement dans tous les villages. Et pourtant, l'importance des déclarations des faits d'état civil n'est plus à démontrer. Sans acte d'état civil, vous ne pouvez pas avoir de carte nationale d'identité, vous ne pouvez pas avoir de passeport, vous ne pouvez pas avoir accès à la fonction publique, vous ne pouvez pas avoir accès à l'assurance maladie universelle. Plusieurs acteurs interviennent dans le domaine de l'état civil sans véritable coordination. C'est pour remédier à cette difficulté et conduire de façon efficiente la nouvelle vision du gouvernement en matière d'état civil que s'est tenue cette rencontre. Il s'agit pour l'Office national d'identification, en tant que structure en charge de la modernisation de l'état civil, de rapprocher ces différentes structures, de fédérer leurs énergies, de créer l'interdépendance entre ces structures-là et conduire notre état civil pour le sortir des difficultés qu'il connaît. Les rôles et responsabilités des différents acteurs de l'état civil en Côte d'Ivoire ont été présentés au cours de cette réunion. Les bases du cadre de collaboration également définies, avec en ligne de mire les nouvelles orientations pour la période 2016-2020. Et quand vous souhaitez établir des documents administratifs, vous avez le plus souvent affaire à eux. Eux, ce sont les intermédiaires, ces jeunes que l'on retrouve devant les services publics. On les appelle communément les démarcheurs. Que font-ils, assez nombreux aux portes des administrations publiques? Eh bien, ils proposent leurs services contre de l'argent, situation qui crée un malaise dans les administrations publiques. L'une de nos équipes a fait incursion dans l'univers des démarcheurs. Un reportage d'Ange Martial et Ouradé, Edouard Delazer. Ils sont de plus en plus nombreux, ces démarcheurs qui proposent leurs services à des usagers
dans les administrations publiques. Ici, devant le palais de justice, au plateau, certains acceptent de livrer leurs secrets, mais en gardant l'anonymat. La signature, bon, là-bas aussi il y a business. Tu peux leur donner 500 pour qu'on fasse signer vite ton papier. Donc c'est comme ça se passe. Nous, on dépôt normal, quand on dépose il y a 2 semaines, c'est pas sûr que ça sort. Donc, nous sommes là, c'est pour aider les autres. Le certificat de nationalité à la caisse c'est 3 000. Maintenant on prend 6 000. Et on paye les 3 000 à la caisse. Maintenant on donne 2 000 dedans là-bas pour gérer, nous on gagne 1 000 francs dessus. Ces démarcheurs sont souvent des personnes sans emploi à la recherche de leur gagne-pain. D'autres, par contre, sont de véritables arnaqueurs. Ils vous mettent en confiance et puis ils font plutôt le contraire. J'ai été victime de ça une fois. Bon, souvent, tu viens dans une entreprise pour venir déposer tes dossiers. Eux, à ta grande surprise, tu tombes sur des démarcheurs. Tu les donnes et puis tu payes plus. Tu es là, on ne t'appelle pas. Donc quand tu reviens à l'entreprise, tu viens, tu t'informes, tu trouves que c'était le monteur. Ce système n'est pas appréciable. Cela est même dû à la lenteur de l'administration. Le phénomène met en mal le fonctionnement de l'administration publique en Côte d'Ivoire. Certains responsables des services publics se plaignent, mais sans vouloir s'afficher. Le vrai problème, c'est la méconnaissance de l'appareil judiciaire. Si quelqu'un veut faire son certificat pour aller passer son concours, et puis il arrive, on lui dit tu reviens dans 2 semaines. Le concours a lieu dans 1 semaine. La seule chose qu'il peut faire, c'est de trouver quelqu'un qui est en train de tourner même autour du palais, qui lui dit non, je peux t'aider parce que je connais quelqu'un là-bas. Ou bien lui-même dit non, je suis là. Il prend l'argent, il disparaît. L'autre s'en va, il vient, il l'appelle, c'est fermé. Donc c'est un exemple concret. Les gens qui rôdent là, on essaie de les chasser. Malgré toute la sécurisation, il y en a qui s'infiltrent. Et qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont produire de faux actes. Il y a plein que nous avons mis entre les mains de la police. Que les usagers comprennent tous les actes qui sont produits et qui viennent de ces magouillas-là du dehors sont de faux actes. Quand vous arrivez, vous venez systématiquement au guichet et vous déposez votre acte à faire reproduire et nous vous délivrons un ticket. S'il est vrai que les démarcheurs ont été déguerpis devant l'ONI, Office national d'identification, l'on constate encore leur présence aux abords de plusieurs services publics. La lutte engagée par l'État n'a pas encore d'effet dans toutes les administrations. Plusieurs experts de la cybersécurité de l'espace francophone séjournent dans la capitale économique ivoirienne depuis hier. Ils sont en mission pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie. Principale activité au cours de ce séjour d'Abidjan, une rencontre en vue de renforcer la cyberprotection de la zone. Ils se sont rendus aujourd'hui à la direction informatique des traces technologiques DITT, Alexis Ouedraogo. Les Européens ne sont plus les seules victimes des cyberdélinquants. Aujourd'hui, ils prennent pour cible des personnes un peu plus proches d'eux. En 2015, en Côte d'Ivoire, sur 1409 plaintes de cyberescroquerie, plus de 1093 victimes étaient ivoiriennes. Coût du préjudice, 3 900 millions de francs CFA. Pire, les arnaques peuvent être vicieuses. La jeune fille âgée d'à peine 15 ans qui a été victime d'un chantage à la vidéo et n'ayant pas les moyens de pouvoir payer financièrement le cyberdélinquant, elle a été obligée de devenir son objet sexuel. Et elle est venue ici porter plainte le jour où celui-ci lui a demandé de coucher avec tous ses amis. Autre point notable, entre juin et juillet, période équivalente au congé scolaire, la cybercriminalité connaît un pic. En cause, des élèves qui, le temps des vacances, s'adonnent à ces pratiques malsaines. L'état des lieux a été présenté aux experts du cyberespace francophone en visite dans les bureaux de la PLCC. La DITT oppose à ces délinquants des technologies pour venir appuyer les enquêteurs, mais également une forte dose de sensibilisation pour aider le grand public à comprendre, mais également faire comprendre aux délinquants qu'ils encourent de grosses peines quand ils ne font pas attention ou quand ils font mal aux victimes. Un procédé salué par les experts venus voir de près le modèle ivoirien. Nous avons vu tous les efforts qui ont été faits en termes de sensibilisation. Le souci, c'est la réponse répressive face à la cybercriminalité pour que le brouteur ne puisse pas être regardé comme un monsieur cool, mais qu'il soit vraiment vu comme un délinquant. Au cours des échanges, la nécessité de renforcer les relations avec les corps dont l'appui dans la lutte est primordial, notamment les magistrats, ont été soulignés.
L'exhortation à une régulation plus forte du numérique dans l'espace francophone aussi. Abidjan accueille en ce moment pas mal de délégations. Des membres d'une mission d'audit de l'Organisation maritime internationale OMI sont aussi en visite de travail sur les bords de la lagune Ébrié. C'est la première escale d'une mission qui se rendra dans 19 autres pays. Les experts viennent vérifier si la Côte d'Ivoire s'acquitte de ses obligations en matière de sécurité maritime, de prévention, de lutte contre la pollution maritime des navires. Cet audit de l'Organisation maritime internationale s'appuie sur les principes de management de la qualité et dicte les principes qui doivent régir une bonne administration maritime respectueuse de ses engagements internationaux. Les inspections sont menées par des experts mis à la disposition par les États membres. Notre prestation va consister à nous entretenir avec les cadres de votre administration maritime, à visiter les locaux et les installations pour évaluer jusqu'à quel niveau la Côte d'Ivoire applique les conventions internationales maritimes qu'elle a ratifiées. Nous allons regarder les textes, nous allons nous entretenir avec les cadres, les acteurs. L'objet de l'audit sont celles qui portent sur la sécurité des personnes en mer et sur la prévention de la pollution du milieu marin. Un système de gouvernance performant qui devrait déboucher sur l'actualisation du cadre légal, réglementaire et judiciaire à travers une coopération dynamique avec les organisations internationales. À partir de cet audit, nous pourrons être au même diapason que les États développés. Les documents que nous allons délivrer ici ne seront pas contestés ailleurs. D'autres, les contrôles que nous ferons à bord des navires seront conformes aux contrôles que feront les inspecteurs français, les inspecteurs américains à bord des navires. Dans un contexte économique dominé par la concurrence, un satisfecit accordé à la Côte d'Ivoire à l'issue de cet audit va renforcer aussi la confiance des grands groupes d'armateurs. Objectif, permettre au gouvernement de disposer d'un levier dans sa politique de promotion des exportations dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. On en vient à l'actualité judiciaire marquée ce mardi par la poursuite du procès de l'assassinat du général Robert Guéhi, Premier ministre au moment des faits. Pascal Affi-N'Guessan a donné sa version des faits aujourd'hui face au juge témoin Abou Sanogo. Je n'ai jamais annoncé dans ma déclaration en 2002 que le général Robert Guéhi se rendait à la RTI pour une prise de pouvoir. Je n'avais aucun élément à ma possession pour affirmer qu'il était à la tête d'un groupe armé pour un coup d'État. Ainsi s'est exprimé Pascal Affi-N'Guessan, Premier ministre d'alors. Entendu en tant que témoin, l'actuel président du Front populaire ivoirien a soutenu avoir appris le décès du ministre Bogadoudou et du général Robert Guéhi par voie de presse, puisqu'il se trouvait à Yamoussoukro dans la nuit du 18 au 19 septembre. C'est à son retour qu'il a tenu un conseil de gouvernement à la résidence de l'ex-président Laurent Gbagbo et appelé les Ivoiriens à la sérénité. Ont été également entendus 2 enfants du général Robert Guéhi ainsi que des membres de la famille du capitaine Fabien Koulibaly. Ce que j'attends de la justice, et j'y crois, je pense que toute la vérité éclatera et qu'on nous dira enfin qui a fait quoi et comment est-ce qu'ils l'ont fait. Déjà même qu'on ouvre ce procès-là, on n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour ou l'autre, ils allaient être jugés. Donc s'ils le sont déjà, moi j'ai confiance en la justice. Suspendu, l'audience reprendra le lundi 15 février prochain. C'est pour permettre aux avocats de préparer leur plaidoirie et au commissaire du gouvernement de prendre ses réquisitions. 19 militaires sont poursuivis pour des faits d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Guéhi, de son épouse et des membres de sa sécurité. L'autre actualité judiciaire du moment, c'est évidemment la tenue depuis le 28 janvier du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé face à la CPI. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors des violences en Côte d'Ivoire après la présidentielle de 2010. Ces audiences à la haie suscitent de vives réactions au sein de la population. Les femmes patriotes proches de l'ex-président réunies au sein d'une fédération jouent la carte de l'apaisement. Réunies ce mardi dans la commune d'Abobo, elles ont appelé les Ivoiriens à la retenue. La présidente de cette fédération, Priska Bonebo, vous le voyez sur ces images, a appelé tous les Ivoiriens sans exception à s'inscrire dans la dynamique de la cohésion sociale. La crise ivoirienne a fait beaucoup de victimes, dont des enfants. C'est le cas de ce petit garçon de 8 ans qui avait reçu, lors des événements malheureux, des éclats d'obus dans le corps. Le petit a subi une opération chirurgicale vendredi
au CHU de Treichville. Il fait partie des 4500 victimes à être prises en charge par le programme national de cohésion sociale. Salimata Dia, Christelle Menant. Dylan est certes sur un lit d'hôpital, mais il est tiré d'affaire selon les médecins. 7 éclats d'obus viennent de lui être retirés de la tête et du corps après une opération chirurgicale effectuée vendredi dernier au CHU de Treichville. Dylan se porte mieux. Tu te portes bien? Tu arrives à manger? Oui. Tu arrives à bien manger? Oui. Ça t'a fait mal? On s'occupe bien de toi ici? Tu es content? Il avait seulement 3 ans dans la nuit du 12 au 13 mars 2011 lorsqu'un obus éclate dans la cour familiale, raconte un proche. Dans la nuit du mardi à mercredi matin, il m'a trouvé pour dire c'est sa maman qui est arrivée. Il y a un obus qui est tombé chez eux. Il y avait le petit, leur maman et puis sa soeur qui avait été touchée. J'ai constaté les dégâts que ça avait causé. Il avait sa petite soeur mais qui avait eu un problème au niveau de la tête par l'obus. Et l'enfant, il avait tous ces cicatrices qui étaient sur lui. Bon, on était vraiment, il faut reconnaître que c'était un peu difficile. Bon, ça fait pas mal de temps. Chaque fois, l'enfant a toujours des petits trucs dans le corps. Dylan peut à présent sourire, il est libéré. Une opération qui a pu se réaliser dans le cadre de la prise en charge des blessés des crises. Et c'est Maria Toukoné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, qui s'est elle-même rendue au chevet du petit Dylan. Aujourd'hui, par la grâce des services du CHU de Treichville, quelques balles ont été extraites. Il en reste encore parce qu'on ne peut pas tout extraire en même temps. Et on espère que très bientôt, il n'aura plus de balles dans son corps et qu'il pourra vivre comme tous les autres enfants. Donc cet enfant a subi un traumatisme aussi bien physique que psychologique. Vous comprenez, tout le monde est décédé. C'est triste. C'est un enfant qui sera totalement pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. 4500 victimes, dont 3500 ayant droit des victimes décédées et 1000 blessés continuent d'être indemnisés dans le cadre de la phase 1 du programme démarré en août dernier. En politique, hier au siège du PDCI à Cocody, les festivités marquant le 70e anniversaire du parti ont été annoncées par Maurice Kapogui-Kawe, secrétaire exécutif du parti. La plus ancienne des formations politiques ivoiriennes se rajeunit pour l'alternance en 2020. C'est le sens que les dirigeants entendent donner à cette célébration, selon son secrétaire exécutif. La question du retour au PDCI des partis de la coalition est toujours d'actualité. Gabriel Zani. Le 70e anniversaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire sera célébré avec faste. Du 9 au 30 avril, 22 jours de célébration avec des journées thématiques, un colloque, un séminaire de formation des cadres du parti et un gala de clôture. Un anniversaire avec des festivités éclatées dans toutes les régions du pays. 70 ans de vie et de fonctionnement n'est pas donné à tout parti politique. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur. Nous devons lui être reconnaissants et célébrer avec faste notre longévité. Le thème de cette commémoration est 70 ans du PDCI-RDA, rassemblement et renaissance. Un thème qui rappelle bien celui du 12e congrès tenu en 2013, renouveau, rajeunissement et renaissance, mais une renaissance qui signifie un rajeunissement pour l'alternance en 2020. C'est le lieu pour Maurice Kapogui-Kawe d'appeler les alliés du rassemblement des oufouettistes à revenir au PDCI. La position du PDCI-RDA, c'est que tous les autres partis membres du RHDP reviennent au PDCI-RDA. Le seul parti qu'il faut bien créer, c'est le PDCI. Donc si on est oufouettiste, on est PDCI. Ça, c'est la position. Cette position est le souhait d'Henri Konan Bédié, président du PDCI. Et depuis le deuxième appel lancé dans ce sens, lors de la réunion du bureau politique de novembre dernier, la position du PDCI n'a pas varié. Un lobbying auprès des partis politiques est bien envisageable pour rassembler tous les oufouettistes pendant cette commémoration. La problématique de la gestion des ordures ménagères est un casse-tête pour les élus de l'espace UEMOA. Faute de moyens financiers et matériels, certaines localités des pays de l'espace sont inondées par les déchets solides et liquides. Pour répondre aux besoins des populations qui aspirent à une vie saine dans un environnement sain, l'UEMOA, en collaboration avec la région du Grand Lyon en France, forme à Ouagadougou les techniciens en gestion environnementale des collectivités sur les nouveaux mécanismes de gestion des déchets ménagers. Envoyé spécial au Faso, Mamadou Kouassi.
Au quotidien, ce sont des milliers de tonnes de déchets solides et liquides qui sont produits dans nos ménages. Mais la gestion de ces ordures constitue un véritable casse-tête pour les gestionnaires de nos cités, car les ressources demeurent insuffisantes. Pourtant, 60% de ces déchets peuvent être réutilisés dans l'agriculture urbaine et le reste recyclé pour d'autres activités. Une nouvelle politique s'impose donc dans la gestion de ces ordures ménagères, d'où la tenue de la rencontre de Ouagadougou. Aujourd'hui, les modèles un petit peu classiques de gestion des déchets, c'était on collecte tout, on transporte tout et on enfouit tout à l'extérieur des villes. On se rend compte que ce modèle n'est pas viable ni environnementalement parlant, ni économiquement parlant. Par de techniques qui sont connues, effectivement, que ce soit l'enfouissement, le compostage, le tri, la valorisation, etc., qui sont connues, et on essaie de les adapter dans des contextes locaux. Le représentant du président de la commission de l'UEMOA et le maire de la ville de Ouagadougou, représentant le ministre Albert François Amicha, président du conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, salue la tenue de cette formation. Réitérer l'engagement de notre conseil à faire des villes de l'espace UEMOA des cadres de vie agréables pour des populations et des catalyseurs de développement favorisant l'émergence des territoires de convergence économique et urbaine articulés avec les espaces ruraux, notamment dans les zones frontalières. Au nombre de 20, les participants venus des différents États membres de l'espace UEMOA seront des relais dans leur pays. Et la Côte d'Ivoire est représentée par la commune de Yopougon et le district de Yamoussoukro. Je vous le disais en titre, ce mardi est un grand jour pour les enfants. Ils ont célébré le Mardi Gras à travers défilés et autres activités ludiques. Les enfants du préscolaire ont défilé de l'INSAC à l'INFES, défilé sur fond d'inspiration japonaise, française et canadienne, vous le verrez. Cette célébration est initiée par le Centre de la protection de la petite enfance pilote de Cocody. Patricia Omoetia. Des cris de joie, mais aussi des pleurs, une fanfare et un défilé, de superbes costumes et tenues traditionnelles. Les enfants du préscolaire ont fêté Mardi Gras, une fête catholique qui a donné lieu ici à un carnaval. On en profite pour se déguiser. Et cela, les enfants du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody l'ont bien compris. À travers des costumes traditionnels, ils ont fait la promotion du brassage culturel de différents peuples. Un jeu d'enfants qu'ils ont apprécié. Je vais compter au Sénégalais. Ben, Nia, Niet. C'est la fête de Mardi Gras. Pour les enseignants, c'est l'occasion de faire découvrir aux enfants d'autres cultures afin de mieux se connaître. Avant d'entrer dans le mois de Carême, on organise cette cérémonie où les gens mangent et mangent beaucoup gras. C'est pour ça qu'on dit Mardi Gras. Nous regroupons les enfants autour de leurs parents et avec les éducateurs que nous sommes, nous faisons cette fête et entrer dans le Mardi Gras. Ça fait 3 ans qu'on a initié la journée culturelle du préscolaire. Et cette journée aujourd'hui permet à l'enfant de connaître les autres pays, de connaître les autres continents. À travers leur déguisement, les enfants du préscolaire ont représenté 12 pays. C'est le prélude aux Jeux de la francophonie qui vont se dérouler bientôt en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit dire merci à tous ces pays qui ont accepté que l'on représente leurs images au cours de cette cérémonie. Dans la religion chrétienne, le Mardi Gras représente bien plus qu'une fête. C'est avant tout une date symbolique qui précède le commencement des 40 jours de carême. À l'étranger, cet autre bilan qui révèle l'incidence désastreuse du groupe terroriste Boko Haram sur la vie de milliers de personnes. L'insurrection a chassé de chez eux 2,6 millions de personnes. À Maïdougouri, les déplacés espèrent rentrer prochainement chez eux, mais avec la peur au ventre. L'histoire de Bitrus est l'une des rares à bien se terminer. Bitrus a retrouvé sa femme dans l'un des nombreux camps de déplacés de Maïdougouri, heureux qu'elle ait survécu à Boko Haram. Plusieurs mois plus tard, ils vivent toujours avec leurs jumelles dans ce camp et il reste hors de question pour eux de retourner chez eux à Baga, à l'extrême nord du Nigeria. Si aucune mesure n'est prise, comment je peux rentrer? Pourquoi me jeter dans la gueule du loup? C'est seulement une fois que Baga sera sécurisé et que tout sera rentré dans l'ordre qu'on pourra y retourner. Maisons brûlées et pillées, bétail volé, les déplacés de Boko Haram ont tout laissé derrière eux pour se réfugier à Maïdougouri. Dans ce camp, certains sont passés dans leur village récemment dans l'espoir de s'y réinstaller. Ils sont revenus en découvrant l'étendue des dégâts et de l'insécurité.
Boko Haram est dans mon village. Les habitants ont fui, mon enfant a fui mais mon mari a été tué. Si on rentre et les insurgés sont partout, comment allons-nous faire? Notre village est envahi par Boko Haram. Le président nigérian a assuré que Boko Haram était techniquement vaincu, mais de nombreux territoires sont encore à la merci des insurgés. La reconquête par l'armée risque encore d'être longue, retardant la reconstruction des villes et villages assiégés. Pour de nombreux déplacés, la seule solution est de rester dans les camps. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. La raison pour laquelle ils ne veulent pas rentrer chez eux, c'est que leur maison a été brûlée. Ils n'ont rien, certains sont partis, puis revenus faute de nourriture. Ils doivent se résoudre à revenir au camp. L'insurrection de Boko Haram a fait au moins 17 000 morts et plus de 2 600 000 déplacés. Selon un comité mis en place par le gouvernement, à court terme, 1 milliard de dollars serait nécessaire pour réhabiliter le nord-est du Nigeria. Un véritable défi pour le pays, au moment où les caisses de l'État sont vides à cause de la chute des cours mondiaux du pétrole. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.